Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir, c'est le week-end et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence en deux mots avec la date du second tour des municipales qui est tombée aujourd'hui. Ce sera donc le 28 juin prochain, sauf s'il y a une évolution majeure de l'épidémie et le port du masque sera obligatoire. A noter donc que le 28 juin c'est le second tour des élections municipales. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et bien si dans votre ville dès le premier tour un maire a été élu, dans ce cas pas besoin de revoter. Et puis pour ceux qui ont fait un premier tour et qui ont besoin d'un second tour, comme à Paris par exemple, et bien là le second tour sera donc le 28 juin. Le deuxième sujet en France, c'est une étude du Centre National de la Recherche Scientifique, autrement dit donc le CNRS, dans laquelle on apprend qu'un Français sur 4 ne compte pas se faire vacciner contre le Covid-19. C'est une question très importante puisque en l'absence d'une potentielle immunité collective, et bien le vaccin est considéré comme l'un des seuls moyens de lutter contre le virus. Selon le gouvernement français, le vaccin n'est pas prévu avant novembre 2021, mais novembre 2021, ça reste un délai relativement court pour concevoir un vaccin. Or, cette vitesse quasiment record pour concevoir un vaccin fait penser à certains qu'il va être réalisé trop vite et donc qu'il ne sera pas assez sûr. Mais l'étude établit aussi un lien entre l'opposition au vaccin et l'orientation politique. Concrètement, selon l'étude, les réticences à se faire vacciner sont plus fortes chez les personnes d'extrême gauche et d'extrême droite, mais aussi chez ceux qui n'ont pas d'orientation politique. L'explication potentielle avancée par l'étude est la suivante: en gros, le vaccin est logiquement porté par le gouvernement, et donc certains Français qui sont très méfiants vis-à-vis du gouvernement sont aussi très méfiants vis-à-vis du vaccin. Bon, dans tous les cas, et de toute façon, pas de vaccin dans l'immédiat, mais vous voulez plus d'informations sur cette étude, je vous mets un lien directement en description. L'autre sujet en France, il concerne le football français qui est en énorme difficulté financière. Le site Mediapart a révélé un document secret de la LFP, la Ligue de football professionnel, qui organise le championnat de France de football. Dans ce document, on apprend que la majorité des clubs français comptent d'énormes pertes d'argent à cause de la pandémie. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien c'est important parce qu'on a tendance à penser qu'un club de foot, parce qu'il achète des joueurs à plusieurs millions d'euros, aurait les moyens de survivre facilement, même pendant la crise économique actuelle. Mais le problème, je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, c'est que en réalité c'est plus compliqué que ça. Le championnat de football français a été arrêté et donc logiquement les clubs ne touchent plus d'argent pour la vente de places ou encore la diffusion des matchs à la télévision. Le truc c'est que en parallèle, le club doit continuer à fonctionner et doit notamment continuer à payer les joueurs, ce qui logiquement peut coûter cher. Résultat, selon un document que s'est procuré Mediapart, les pertes totales pour les clubs de Ligue 1, autrement dit donc la première division, s'élèveront à 541 millions d'euros à la fin de la saison. Concrètement, selon Mediapart, 4 clubs seraient potentiellement dans le rouge et au bord de la faillite: l'OM, Bordeaux, Lille et Saint-Etienne. A noter quand même, pour nuancer, que cette prévision ne prend pas en compte les futures ventes de joueurs ou encore les injections d'argent par les actionnaires des clubs. Autrement dit, ces éléments pourraient permettre de redonner un peu de santé au club, mais tout de même la situation est assez alarmiste et évidemment on vous tiendra au courant dans les jours à venir. L'autre actualité dont je voulais vous parler aujourd'hui, elle concerne l'entreprise Facebook qui change complètement son organisation. En ce moment, 95% du personnel de Facebook est en télétravail et ça va durer comme ça au moins jusqu'à fin 2020. Mark Zuckerberg, qu'on ne présente plus, le cofondateur et patron de l'entreprise, veut même que d'ici 5 à 10 ans, la moitié des employés de Facebook travaillent à distance de façon permanente. En l'occurrence d'ailleurs, Facebook n'est pas la seule entreprise à complètement revoir son fonctionnement. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours, mais Twitter maintiendra aussi le télétravail après la crise sanitaire. C'est une actualité importante et intéressante parce qu'elle montre à quel point la crise sanitaire actuelle impacte et révolutionne la façon dont on travaille. Et le truc c'est que ce bouleversement potentiellement vers davantage de télétravail, eh bien il ne fait pas l'unanimité. D'un côté, on a ceux qui jusqu'ici passaient beaucoup de temps dans les transports tous les jours, ou encore ceux qui se sentent plus productifs à travailler depuis chez eux, et donc pour eux le télétravail est un avantage. Mais le truc c'est que pour d'autres, le télétravail est beaucoup plus problématique, voire dangereux. Selon une étude du cabinet de conseil Empreinte Humaine, 44% des salariés français se sentent en situation de détresse psychologique en télétravail. Il y a plusieurs raisons à ça peut venir des horaires à rallonge, du logement parfois trop petit, du fait de devoir travailler avec son conjoint ou alors ses enfants à côté, ou encore de ne pas avoir de frontières entre sa vie privée et sa vie professionnelle. En tout cas, le télétravail pourrait se démocratiser et selon certains, il présente aussi un intérêt économique pour les entreprises. En effet, si demain, disons, la moitié des salariés d'une entreprise sont en télétravail, eh bien il y a besoin de moins de bureaux, donc c'est une économie de ce point de vue-là, et puis ça pourrait potentiellement permettre aux entreprises d'employer davantage de personnes à l'étranger, potentiellement où le coût du travail est moins cher, puisque de toute façon, la présence au bureau ne serait pas nécessaire. Bref, c'est un vrai sujet qui fait débat, et si vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens en description. Au passage, pas de bilan quotidien aujourd'hui, les autorités ont annoncé que les chiffres de décès quotidiens de vendredi, samedi et dimanche seraient annoncés lundi. Du coup, on fera un gros point lundi sur le nombre de décès, mais aussi le nombre de réanimations et de personnes contaminées. Comme chaque jour, on fait un point à l'étranger, et aujourd'hui c'est plutôt un point à l'échelle de l'Union européenne. L'Europe doit s'attendre à une seconde vague de l'épidémie, c'est-à-dire à une nouvelle hausse des cas selon le Centre
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. C'est dans un entretien au quotidien britannique The Guardian que la directrice du centre a affirmé qu'un retour du virus était plus que probable dans les pays qui sortent du confinement. D'après elle, la question ne serait même pas est-ce qu'il y aura une seconde vague de l'épidémie, mais plutôt quand est-ce qu'elle aura lieu et de quelle ampleur. En fait, cette déclaration est importante car elle vient confirmer ce que disaient déjà plusieurs scientifiques et notamment l'Institut Pasteur. Autrement dit, il y aura une hausse des cas, c'est sûr, et c'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher les efforts en matière de gestes barrières. Alors, quelle forme va prendre cette seconde vague de l'épidémie? Il y a plusieurs scénarios. L'un des scénarios, c'est qu'il y a une grosse seconde vague à la rentrée au mois de septembre-octobre, mais c'est un scénario parmi d'autres et j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet. Pour la voir, une petite fiche apparaît en haut à droite et je vous mets le lien aussi directement en description. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive et cette fois-ci ça se passe aux Pays-Bas où une maison de retraite a trouvé un moyen d'organiser des visites. Vous le savez très probablement, la pandémie actuelle a beaucoup isolé les personnes âgées en maison de retraite qui n'avaient pas toujours le droit de recevoir de la visite. À Wassenaar, dans l'est des Pays-Bas, eh bien un établissement a trouvé la solution avec des cabines de visiteurs en verre. Ce bâtiment, construit dans le jardin de la maison de retraite, a été conçu pour que les amis et la famille des seniors puissent passer 45 minutes ensemble, séparés d'un grand panneau en verre. Le directeur de la maison de retraite explique en fait que les personnes âgées avaient du mal avec les interactions vidéo sur WhatsApp ou Zoom et que cette solution permet au moins de combattre davantage la solitude avec une vraie rencontre et non seulement en ligne. Bref, je trouvais que c'était une initiative assez intéressante et si jamais vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens directement en description. Le débat d'hier, c'était le suivant: faut-il rouvrir les parcs en zone rouge? Vous êtes très partagé, mais tout de même une bonne partie à être contre la réouverture de ces parcs. Pour le débat du jour, je vous propose le suivant: le développement du télétravail est-il une bonne nouvelle pour la société? Je sais que c'est une question assez large, quasiment même philosophique, mais il y a aussi un peu d'économie, bref, plein de domaines qui s'entrecroisent, mais justement ça me paraît intéressant. Pour répondre à ça, il y a une petite fiche qui apparaît en haut à droite avec plusieurs options, et puis évidemment, je vous laisse aussi argumenter directement dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous, et on se dit à demain. Demain c'est samedi, du coup pas d'actu du jour, mais à la place, une vidéo des 5 actus de la semaine. Du coup, pour ça, on se dit à demain.